Christian Dubé et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte a été fabriqué par Atelier Noah. Donc, avec des fleurs de lys. Très beau masque. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les Québécois, Québécoises qui nous écoutent. Vous le savez, depuis maintenant 6 mois, on a fait beaucoup d'efforts pour lutter contre la propagation du virus. C'est important de le dire qu'encore aujourd'hui, il y a une écrasante majorité qui suit les consignes de la santé publique, mais malheureusement, il y a une petite minorité de gens irresponsables qui ne suivent pas les consignes. Et ces personnes-là mettent à risque beaucoup de choses. D'abord, ils mettent à risque la santé, entre autres la santé des personnes plus âgées, des personnes plus vulnérables. Puis elles mettent à risque aussi notre réseau de la santé. On a eu des petites augmentations, là, 8 hospitalisations de plus hier, 8 de plus aujourd'hui, mais il y a une tendance qu'on n'aime pas et actuellement, on ne peut pas accepter que quelques individus irresponsables mettent à risque toute notre société au Québec. Donc, je pense que c'est le temps de sévir, on vous l'avait dit. Entre autres, prenons les commerces. On avait commencé par y aller pour les citoyens qui vont dans les commerces par la persuasion, par la responsabilisation. Mais là, je vous annonce qu'à compter de samedi, donc dans 2 jours, on va maintenant commencer à donner des amendes aux citoyens qui ne respectent pas les consignes. Soyons clairs, là, on parle surtout des masques. Donc, les personnes qui vont dans des lieux publics à l'intérieur, comme les commerces, comme les autobus, puis qui ne portent pas de masque, bien, vont se voir exposés à avoir une amende. Ça va s'appliquer sur tout le territoire du Québec, mais avec Geneviève Guilbeault, on demande au corps de police de se concentrer surtout dans les zones jaunes, donc dans les zones où, toute proportion gardée, il y a plus de cas. Je comprends que ce n'est pas agréable, mais, je le répète, je pense qu'on doit être solidaire, tout le monde. C'est vrai que les plus jeunes sont moins à risque de conséquences graves, mais si les plus jeunes rencontrent des plus vieux ou rencontrent des personnes qui sont vulnérables, bien, ça peut être très grave. Le virus, là, fait des dégâts. On a réussi à réduire le nombre de décès de façon importante au cours des derniers mois, mais il y en a quelques décès, puis bon, il y a une centaine de personnes qui sont hospitalisées, puis quelques dizaines aux soins intensifs. Donc, c'est sérieux et c'est pas vrai que quelques personnes irresponsables vont mettre à risque tout ça. Donc, je termine en vous disant que, Geneviève Guilbeault n'est pas ici aujourd'hui, la ministre de la Sécurité publique, vous le savez. On a pris comme règle d'être jamais dans la même pièce le premier ministre et la vice-première ministre. Mais je peux vous dire qu'elle travaille très fort avec la santé publique, avec les corps de police et avec le DPCP aussi pour faciliter que les rapports d'infraction deviennent rapidement des amendes. Puis elle va pouvoir vous expliquer ça au cours des prochains jours, là, exactement, là, sans ma présence, évidemment. Few words in English. Over the past few months, Quebecers have made great efforts to fight the pandemic. A large majority of people are following public health instruction. But beside the large majority who act responsibly, there's a minority of irresponsible people. Those people are putting our health at risk, especially that of our elderly. They're also putting at risk our health network. We cannot accept
that a few irresponsible people put all Quebec at risk, it's time to penalize them. I'm announcing that starting Saturday, people who refuse to wear a mask without reason, where it's mandatory, will receive fines. This measure will apply all over Quebec, but will ask police officers to be particularly active in yellow zones. I want to thank our Minister of Public Security, Geneviève Guilbeault. She cannot be here today because we gave ourselves the rule not to have the Prime Minister and the Deputy Prime Minister in the same room, but I can tell you that Geneviève is working very hard with public health and with police forces to act against irresponsible people. She'll give you more details in the coming days. Thank you. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Nous commençons avec Véronique Prince, Radio-Canada. Bonjour. À quel point ça fonctionne, la stratégie d'être coercitif, sachant que le tiers des gens pratiquement qui ont reçu des contraventions les contestent? Est-ce que vraiment la stratégie fonctionne et combien d'inspecteurs et de policiers affectés à ça spécifiquement? Combien de ressources sur le terrain? Bon, d'abord, vous dire que Geneviève, avec le DPCP, est en train de s'assurer justement, là, puis on aura un conseil des ministres spécial, soit aujourd'hui ou demain, qu'à partir de samedi, ça soit plus simple, que ça soit appliqué, que ça soit complètement légal, donc qu'on puisse éviter des contestations qui feront que les personnes ne paieront pas. Maintenant, on n'a pas l'intention, pour l'instant, d'ajouter du personnel policier, mais, comme je le disais, on demande au corps de police, surtout dans les zones jaunes, d'aller faire plus de tours dans les commerces, dans les transports en commun, dans les endroits où les personnes devraient porter des masques. Évidemment, on demande aussi à la population, quand ils voient quelque chose qui n'a pas de bon sens, de le dire. Appelez le 911. Sous-question, ce serait par rapport au dépistage, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui se présentent dans les cliniques, qui attendent pendant des heures et des heures pour finalement se faire dire « on ferme, revenez demain ». Est-ce que ça ne décourage pas les gens d'aller se faire tester? Vous avez raison, je peux répondre. C'est sûr qu'avec l'annonce des zones jaunes, je vous dirais que particulièrement, on a vu une augmentation de l'achalandage, je dirais, à Québec, c'est évident, à Laval notamment. Ça n'excuse pas le fait que les gens aient attendu. Il fallait, je pense qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation de l'achalandage, mais peut-être pas à ce niveau-là. Alors donc, je vais en prendre la responsabilité là, qu'on a eu peut-être un débordement dans certains cas, mais on a agi rapidement. Je pense à Québec, on a rajouté déjà si ce n'est pas deux zones ou deux centres de dépistage. On fait la même chose à Laval. C'est évident que avec le froid qui s'en vient, moi, ma grande préoccupation, c'est qu'on soit capable, dans les prochains jours, de revenir peut-être plus à du dépistage qui va se faire sur rendez-vous. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens attendent. Hein, on se comprend? Alors là, vous vous souvenez, durant l'été, on a travaillé beaucoup avec les 100 rendez-vous. OK? Et là, maintenant, avec l'automatisation qu'on fait de nos systèmes, ça va prendre encore quelques semaines. Là, je suis très transparent. Je vous ai dit qu'on améliorait le processus. Mais je pense qu'une des solutions, c'est l'augmentation du nombre de centres. Mais deux, que les gens commencent à penser plus en termes de prise de rendez-vous lorsqu'ils remplissent leur questionnaire, pour que dans le questionnaire, vous allez jusqu'à la fin, puis vous avez le choix d'aller soit vers un centre sans rendez-vous ou avec rendez-vous. Alors moi, je dirais aux gens, là, pendant qu'on raffine encore le système, puis c'est sûr que plus on va rester dans le jaune dans certaines régions, qu'on va avoir besoin des centres de rendez-vous. Mais on y travaille. Voilà. Mylène Crête, Le Devoir. Justement, sur cette attente, là, vous dites qu'on a augmenté le nombre de centres de dépistage, par exemple, à Québec, mais ça n'a pas empêché hier qu'il y ait des familles qui ont attendu 3-4 heures là, en file. Je suis d'accord, puis j'aime pas ça. Puis comme je vous dis, on travaille sur deux choses. Augmenter le nombre de centres de dépistage, mais je vous ai dit aussi qu'il y a à peu près une semaine, on a mis une équipe là, pour améliorer le processus.
je vais le dire, le digitaliser en partant du questionnaire en ligne jusqu'à envoyer un courriel à la fin, mais on n'est pas encore rendu là. Puis je pense le fait qu'on est arrivé avec des zones jaunes, ça c'est notre troisième facteur, on a eu une influence qu'on ne s'attendait pas hier dans certains endroits. Je vois des endroits où on a eu 2000 tests hier là, dans certains centres. Alors donc, puis je vous publierai dans les prochains jours, là, je veux faire attention à mes engagements, mais je vais aussi montrer le nombre de dépistages qu'on a par région. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est rendu à des fois à 18 19 000, mais étant donné le focus ou l'emphase qu'on met sur les régions, d'ici quelques jours, je vais publier le nombre de tests par région aussi. Alors donc, on va être capable de vraiment bien centrer comment on donne un service de qualité. Puis c'est pour ça que je pense de plus en plus à revenir vers des rendez-vous, avec des centres avec rendez-vous aussi. Dites qu'on ne s'attendait pas à certains endroits qu'il y ait autant de gens. Est-ce que c'est attribuable, selon vous, à la rentrée, à l'espèce d'angoisse là, que le retour en classe a causé? Bien, je vous ai dit avant-hier, quand on a annoncé le niveau d'alerte, qu'il y a quelqu'un de vous qui m'a demandé c'était quoi le principal avantage. J'ai dit que c'était un enjeu de communication. Puis je pense qu'en communiquant mieux, qu'il y a des zones qui étaient plus à risque que d'autres, donc les zones jaunes, je pense que ça a beaucoup sensibilisé la population que le virus, n'était pas juste ailleurs, mais que c'était chez eux. Et alors, moi, dans un certain sens, je suis content de voir que dans les deux grandes zones jaunes, Québec et Laval, il y a eu une augmentation du dépistage de façon sensible dans les 2 derniers jours. Donc, je vous dirais que l'outil de communication fonctionne parce que les gens se disent, bien, c'est chez nous que ça arrive, puis je vais aller me faire dépister. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que ça fonctionne. On va s'ajuster, puis on va ajuster le nombre de centres de dépistage aussi. François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. Sur cette question-là, M. Dubé, faut-il redéfinir clairement qui doit et ne doit pas aller se faire tester? Parce que là, il y a une possibilité qu'en voyant qu'on est dans une zone jaune, on aille se faire tester pour une raison qui n'est pas nécessairement la bonne. Bon. Moi, là, si vous me le demandez, là, puis je vais après ça passer la parole aux spécialistes, là, moi, je voudrais que tout le monde qui veut se faire dépister aille se faire dépister. Ça, c'est mon principe là, juste de bon jugement. Bon, maintenant, c'est sûr que ça a beaucoup d'implications quand je dis ça, puis j'aimerais ça là, passer la parole à M. Arruda. Mais ce que je veux vous dire, mon principe, c'est ça. Parce que si les gens ont moindrement une question, un doute, puis là, on peut penser que, puis je pense pas juste aux écoles, là, mais avec ce qui est arrivé, je pense qu'on doit donner la chance aux gens de se faire tester. Et je reviens, et c'est pour ça que je discute avec mon équipe en ce moment, avec Mme Savoie, c'est comment on peut recentrer nos choses avec les rendez-vous et les sans rendez-vous. Ça, il faut retrouver cet équilibre-là dans les prochains jours. Mais sur le reste, j'aimerais ça laisser répondre le Dr. Arruda. Ce qui est clair, c'est que si vous présentez des symptômes qui ressemblent à la grippe, vous avez des douleurs musculaires, vous faites de la fièvre, vous avez de la toux, vous avez perdu l'odorat, etc. Là, vous avez des symptômes, c'est important de s'isoler. Vous pouvez appeler au 811 ou aller vous faire dépister. Ça, je pense que c'est assez clair. Si vous avez été en contact, ou si l'équipe de santé publique vous téléphone pour vous dire, vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un qui a fait la COVID-19 et à l'évaluation, on vous considère comme étant quelqu'un à risque modéré ou plus élevé, il faut aller vous faire dépister. Mais c'est surtout autour de la symptomatologie là, ou d'une histoire d'exposition potentielle. On a travaillé dans un milieu à risque, on a des symptômes. Je pense que c'est la façon de faire. Pour ce qui est de toute la question du milieu scolaire, là, il y a vraiment une application qui a été faite là, qui permet aux parents d'avoir un organigramme très, très clair. Et puis, si jamais aussi, ce qui est important, il y a quelque chose qui se passe dans l'école, c'est très clair, les parents sont informés, ils reçoivent l'information précise, puis les gens de santé publique vont vraiment faire une enquête pour évaluer le risque qui est présent. C'est clair que les personnes qui ont des doutes ou qui ont des maladies puis qui voudraient se faire dépister peuvent y aller, mais c'est surtout ces personnes-là sur lesquelles, à mon avis, ça va être important dans le contexte de l'histoire. Et si les gens ont des doutes, ils peuvent appeler les lignes téléphoniques, puis en fonction de leur histoire spécifique, de leur facteur de risque, on va les conseiller ou non comme tels. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, durant la première vague, on vous avait reproché à un certain égard d'avoir trop attendu avant d'arriver à Montréal. Là, évidemment, cet été, vous avez souvent été à Montréal avec la Place des Arts.
mais avec la rentrée parlementaire, c'est inévitable que vous allez vous retrouver à Québec plus souvent qu'autrement. Est-ce que vous pouvez garantir une présence, que ce soit hebdomadaire ou régulière, du moins, à Montréal pour rassurer les Montréalais, surtout dans le cas d'une deuxième vague? Bien, vous le savez, j'habite à Montréal. Donc, habituellement, durant la session qui commence la semaine prochaine, je suis 3 jours à Québec, 2 jours à Montréal. Bon, des fois, je suis en tournée dans les autres régions du Québec. C'est important là, d'être présent, effectivement, dans les régions où il y a plus de cas, mais ça évolue. Il va continuer d'avoir beaucoup de cas à Montréal. Donc, je vais être régulièrement à Montréal, ne serait-ce que pour voir mes 2 gars. Évidemment, il y a aussi l'Outaouais qui a des cas, Laval, Québec, l'Estrie. Donc, je vais continuer à essayer de faire la tournée de toutes ces régions-là. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. D'abord, vous avez parlé que les amendes seraient distribuées d'abord de quel niveau et seraient distribuées au sujet du non-respect de consignes et en particulier, surtout, le port du masque. Est-ce qu'il y aura aussi des amendes concernant tout rassemblement qui ne serait pas conforme et qu'on voit et qui apparaissent encore aujourd'hui? Expliquez-nous aussi quel autre cas on peut... Bien, en fait, là, pour être bien clair, on parle seulement des masques dans les lieux intérieurs publics. Là. Donc, il va y avoir des amendes. On a fait des suggestions de montants. On va attendre que ça soit approuvé par le Conseil des ministres aujourd'hui ou demain. Puis, on veut qu'il s'applique. Donc, on est en train de revoir le fonctionnement avec le DPCP pour que les rapports se traduisent rapidement en amende. Est-ce que je veux vous entendre sur les problèmes, l'attente pour se faire dépister? Oui. Est-ce que vous trouvez ça normal, alors qu'au printemps dernier, on évoquait déjà l'idée qu'il faudrait se rendre à 30 000 tests par jour? Là. Donc, c'est le Dr Arruda qui évoquait ce chiffre-là au printemps, qu'il fallait monter graduellement. Les gens sont maintenant au rendez-vous, puis on n'est pas capable de livrer. Vous trouvez ça normal? Bien, regardez. D'abord, si on regarde le nombre de tests par million d'habitants, moi, je regarde ça à chaque jour, puis je me compare avec l'Ontario et les autres provinces. On est la province ou une des provinces qui teste le plus. Donc, de ce côté-là, au total, je suis très content du niveau du nombre de tests. Par contre, il y a des régions qui ont changé. Il y a 1 mois, il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait se faire tester à Québec. Depuis quelques semaines, il y a beaucoup de gens qui veulent se faire tester à Québec. Donc, évidemment, on s'ajuste en fonction de l'évolution des cas. Donc, moi, là, je suis quand même satisfait du nombre de tests, mais en même temps, puis on en parle, Christian et moi, je trouve pas ça acceptable là, que les délais d'attente soient aussi longs. Donc, on va travailler pour ajuster la capacité en fonction de la demande dans chacune des régions du Québec. Louis Lacroix, Cogeco. Premier ministre, M. Dubé, M. Arruda, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle vague de fermeture, par exemple, dans les zones plus à risque? Est-ce que, par exemple, vous pourriez, là, ou vous réfléchissez à fermer des bars, à fermer des commerces, à fermer ou à restreindre, si on veut, les heures d'opération? Est-ce qu'on se dirige vers ça en ce moment? Bon, d'abord, on ne se dirige pas vers du confinement comme on a connu au printemps, là, soyons très, très clairs. Les bars, bon, on le dit souvent, on suit ça très proche. Ce qui est malheureux, c'est que la majorité des bars font un bon travail pour respecter les consignes, mais il y en a quelques-uns qui ne font pas un bon travail, là, en particulier les karaokés. Là, puis je pense que le ministre devrait vous revenir très rapidement avec une décision concernant les karaokés. Mais on n'hésitera pas à agir concernant les bars. Mais pour l'instant, il n'est pas question là, de fermer les bars à court terme, mais on n'exclut rien. Pour ce qui est du confinement général des personnes, des entreprises, ça ne fait pas partie des considérations. Là. On ne pense pas que ça soit nécessaire. Ce qui est important, puis la grande différence par rapport au printemps, c'est que les gens, la grande majorité des gens ont appris à porter le masque dans les lieux publics fermés, puis ont appris aussi à se tenir à 2 mètres des autres personnes.
Donc, c'est une situation très différente de ce qu'on avait au mois de mars-avril. Est-ce que vous considérez, M. Legault, en ce moment, que la situation est sous contrôle? Je pense qu'on est encore dans une situation qui est sous contrôle, mais il y a une tendance qu'on n'aime pas. Jusqu'au début août, on avait moins de 100 cas par jour. Là, on est plus autour de 150, 180 cas par jour. Donc, il y a une tendance. On n'est pas à 800-900 cas par jour comme on avait au printemps, mais il y a une tendance. Puis c'est pour ça, là, on essaie de sensibiliser la population, responsabiliser la population. Puis aujourd'hui, on fait un geste de plus, c'est qu'on dit on va commencer à donner des amendes aux citoyens. Rappelez-vous, quand on a commencé à parler d'amendes, c'était pour les commerces qui ne faisaient pas respecter les consignes. Là, on dit les citoyens vont commencer à recevoir des amendes. Donc, c'est graduel, mais moi, j'ai bon espoir qu'on va arrêter cette augmentation. Mais on ne peut pas nier que depuis quelques semaines, il y a une augmentation qui est préoccupante. Claudie Côté, TVA. Bonjour. On comprend là, que dans les lieux publics, vous allez ajouter des amendes, des mesures plus coercitives pour le port du masque, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les rassemblements privés? On sait qu'il y a de la transmission communautaire puis qu'il y a des cas qui ont été déclarés à la suite de rassemblements privés, même si c'est la majorité des cas. Bien, dans les décisions qu'on va avoir à prendre avec la ministre de la Sécurité publique, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau... Je vous rappelle que c'est beaucoup plus difficile d'intervenir dans une soirée privée que celui d'intervenir, par exemple, dans un bar ou dans un restaurant. Alors, dans la décision qu'on va prendre, c'est pour ça qu'on se garde un petit peu de marge de manœuvre, parce qu'il faut aller au Conseil des ministres pour avoir une finalité là-dessus. Mais c'est pour ça que j'aimerais mieux que ce soit Mme Guilbeault qui vous en parle lorsqu'on aura eu cette décision-là. Mais ce n'est pas une question de semaine, c'est une question d'heures. Alors, on va être en discussion, le premier ministre a dit aujourd'hui ou demain, dans un Conseil des ministres spécial pour entériner ces décisions-là. Sur l'application maintenant de la distribution de ces nouvelles contraventions, est-ce que, par exemple, un tenancier de bar qui voit que la situation est hors de contrôle devrait ou devra appeler la police? Comment est-ce qu'on va l'appliquer? Puis avez-vous peur qu'on se retrouve avec une vague d'appels comme on a eu au printemps où les gens appelaient un petit peu pour tout et pour rien? Là? Bien, on l'avait déjà dit depuis un certain temps, là, quand un responsable d'un commerce, d'un bar, d'un magasin a de la difficulté avec un client, il doit appeler la police. Donc là, en plus, les policiers vont pouvoir donner des amendes. Donc, c'est de la boue qu'on ajoute, là. Qui va aider, là. Maintenant, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Par exemple, la région de Québec est en zone jaune. Est-ce que ça peut impliquer que le redémarrage des programmes sport-études qui est supposé commencer lundi, dans les zones jaunes, ça soit reporté d'une semaine, 2 semaines? Est-ce que c'est le genre de conséquences qui peut... Bon. Jean-François Roberge va faire le point. Vous savez qu'on s'est fixé comme objectif le 14, c'est lundi qui vient. Moi, comme je l'ai déjà dit, je veux tout faire pour que tous les sports-études recommencent, surtout dans les zones vertes. Pour ce qui est des zones jaunes, est-ce que ça peut être une partie des activités? C'est ça que Jean-François Roberge va vous dire demain. Et je vous amène un petit peu ailleurs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la prévention du suicide. Il y a 3 Québécois qui se suicident chaque jour. Ça, c'est des statistiques qui ne se démentent pas. Est-ce qu'il n'y a pas je dirais pas une crainte, mais évidemment, la situation de la COVID éclipse tous les autres problèmes sociaux. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait justement des problèmes qui passent en dessous de la table et même qui s'aggravent? Bien, moi, je suis très préoccupé du nombre de suicides, entre autres chez les jeunes. Évidemment, il y a toute la question des ressources en santé mentale. On sait que ça a été le grand négligé depuis... la grande négligée, la santé mentale, depuis plusieurs années dans le réseau de la santé. On
on est en train de voir comment on peut agir pour que les gens qui ont des problèmes de santé mentale puissent avoir des services, psychologie, psychiatrie. Donc, moi, je reconnais qu'il y a du travail à faire. C'est une situation qui me préoccupe. Peut-être que tu veux ajouter? Peut-être que, je dirais, vous savez, je pense qu'on se fait des fois reprocher qu'on a peut-être trop déconfiné, mais une des raisons, c'est qu'on voulait retourner vers une vie normale le plus possible. Fait que je pense que là, c'est là qu'on est dans cet équilibre-là. Je pense que d'avoir déconfiné, on est presque à un niveau de normalité. Puis pour faire le lien avec votre point, c'est que plus on confine, plus on rend ces personnes-là à risque, encore plus à risque. Alors moi, je pense qu'on a réussi à trouver un équilibre où on s'est rapproché de la normalité, puis c'est pour ça qu'on ne veut pas la perdre. Je fais le lien avec si tout le monde pouvait rester dans la zone verte, on se préoccuperait moins de ça, de cette question-là. Alors donc, ce que je vous dirais, on a une responsabilité sociale, collective en ce moment, de rester le plus possible dans la zone verte partout, puis moins il va y avoir de confinement ou de restrictions, bien plus les gens vont vivre dans un environnement agréable. Et je pense qu'on se doit ça à la population en général, mais encore plus à ceux qui sont à risque. Alors donc, c'est à nous autres de rester, dans le vert. Puis c'est notre choix. C'est le choix des citoyens de rester là. Marc-André Gagnon, Journal de Québec. Bonjour à vous trois. Je vais revenir sur la question de l'application. Donc, à partir de samedi, parce que je comprends que votre règlement spécial visera donc les gens qui vont refuser de porter le masque, donc notamment les anti-masques. Alors, s'il y a une manifestation anti-masque, qu'est-ce que les policiers devront faire? Et la précision qui nous manque, c'est le montant, évidemment, des amendes. Est-ce qu'on a raison de croire que ces amendes-là seront suffisamment importantes pour décourager les gens donc de ne pas le porter, le fameux masque? Oui, bien, le but, c'est que les amendes découragent effectivement les gens à ne pas respecter les consignes. Maintenant, je vais être très clair, là. Les amendes qu'on va donner, c'est pour les personnes qui ne portent pas de masque dans les lieux publics à l'intérieur. Donc, s'il y a une manifestation à l'extérieur, le règlement dont on parle ici ne s'applique pas, là. Très bien. Maintenant, sur un autre sujet, vous avez certainement lu que l'entreprise brésilienne Votorantim, là, qui s'intéresse à la cimenterie Mécanis, a été condamnée il y a 6 ans à une amende d'1 demi-milliard de dollars pour avoir participé à un cartel allégué du béton au Brésil. J'imagine que ce n'est pas de nature à vous rassurer. Est-ce que ça vous donne envie de mettre votre pied à terre pour empêcher cette transaction-là? Bien, j'ai appris ça, effectivement, dans l'article, sauf que j'ai fait une petite vérification ce matin. On me dit qu'il n'y a aucune offre de cette entreprise-là qui est déposée. Donc, on va attendre de voir s'il y a une offre qui est déposée par cette entreprise-là. Puis après, on évaluera la situation, si c'est acceptable comme acheteur. Mais il n'y a pas d'offre qui a été déposée par cette entreprise-là. Si vous me permettez maintenant, à titre de journaliste, maintenant, Patrice Bergeron, la presse canadienne, juste pour comprendre bien la mécanique qui sera en place, donc vous allez donc soumettre un décret, si on comprend bien aujourd'hui, et quel serait le registre des amendes, justement? Quelle serait la fourchette possible là, des amendes? Bien, justement, on va vous le dire, là, probablement demain. Geneviève Guilbeault va vous dire ça. Je ne peux pas présumer d'une décision du Conseil des ministres. Ça fait partie des discussions qu'on va avoir, le niveau de l'amende. Et par ailleurs, comme M. Dubé en faisait mention tout à l'heure, les questions de zone de couleur ont permis de sensibiliser la population au risque, mais vous avez parlé de l'importance du message à passer, mais est-ce que le fait d'être allé à Toronto hier avec des ministres, et puis, bon, on vous a vu en train de prendre une bière, de discuter, tout ça, est-ce que tout ça aurait peut-être pu se faire par visioconférence? Est-ce que vous pensez que ce message-là n'est pas nuisible pour la population à qui on demande de faire encore des sacrifices? Écoutez, d'abord, toutes les règles ont été respectées à Toronto. Quand on était à l'intérieur, on portait un masque jusqu'à temps qu'on soit assis à 2 mètres de distance. Donc, toutes les règles, les consignes ont été appliquées. Maintenant, je comprends qu'on peut faire beaucoup de choses par téléconférence, mais je pense que c'est important aussi de développer des liens. J'étais allé souper chez Doug Ford avec mon épouse, son épouse. On développe des affinités, des amitiés.
Et ça va être très utile pour le Québec pour défendre nos intérêts, entre autres face à Ottawa. Donc, je comprends là, que dans certains cas, on essaie de remplacer par des téléconférences. Un exemple, on a 76 députés à la CAQ, donc le caucus, j'aurais aimé ça, voir en personne, en chair et en os, les 76 députés, mais par mesure de prévention, puis étant donné qu'on a besoin d'avoir 2 mètres de distance quand on est à l'intérieur, on a décidé qu'il y en ait à peu près la moitié là, qui vont être par téléconférence. Donc, mais on n'a pas pris de risque à Toronto. Maintenant, on passe à l'anglais avec Kelly Gregg, CTV. Morning. Good morning. You spoke a lot about how the majority of Quebecers wear masks and that it's going well with the majority of Quebecers. Obviously, young people get blamed a lot for not wearing masks inside. It's not just them. But what wasn't working here that led to this point where you said we have to start imposing fines? Unfortunately, in a society, you always have few people that are irresponsible. But with the virus we have right now, consequences are dramatic, can be dramatic for, first, the health of our elderly, and second, for our healthcare system. If we get 500 people in hospitals because of the COVID-19, it means that we'll have to postpone some activities, so it's not good for the population. So it's very nice to say few people are irresponsible, but it's good until it has an impact on the majority of the people. So that's why I was asking for the good faith of everybody since today, but now we have to tell people if you don't wear a mask inside in a store, you'll have a fine. And Mr. Dubé, you spoke about something quite important in French about clinics having appointments because obviously it is getting colder. People won't wait outside for that long. They might just give up if they have to wait outside. Can you talk about that transition from going from sans rendezvous to or without appointment to with appointment and how that will be managed for people? What we realized when we put that questionnaire for the schools together, the auto-evaluation to find out, make the link with the symptoms that you had, at the end of this questionnaire, there is a choice that you have, say, you can look at where you can go without appointment or the one that you could go for making a call and making an appointment. This work that we did in the last few weeks for schools, I summarize it. We said, well, why don't we move this fall because of colder weather, if we could make a better balance with or without appointment. I would like this to be done in 2 days. Reality is that we need to adjust our systems, but I just make the commitment that we'll make it as quick as possible because I think people deserve the right to take an appointment instead of waiting for 2 or 3 hours. So I'm just saying that I'm preoccupied by the fact that what we saw the waiting list, the waiting time yesterday. I don't like that, and we're putting a lot of pressure on our system to adjust to that mix of with and without appointment. Raquel Fletcher, Global. Good morning. Sorry, I'll do this. Good morning. There seems to be a bit of confusion around what you should do and when you should self-isolate. When Mayor Perrin announced that she had COVID-19, Valérie Plante, some of your ministers, they all said that they were self-isolating. And then Mayor Plante tested negative, and she is no longer self-isolating. However, Minister Rouleau, who also tested negative, is still self-isolating. So can you explain what the standard should be and when do you need to self-isolate and when is it okay to quit self-isolating? Okay, I'll start because and if I say something wrong, Dr. Arruda, don't hesitate. But I think there has been a bit of confusion because I think we have been over-prudent as opposed to be
not enough prudent. I'm talking on our side, within our ministers. But I think what was a bit confusing for us is the level of distance, of level of severity that has been. This is where I would like Dr. Arruda to comment, because we had ministers within that Pointe-Presse, as an example, that were far enough. And they respected every rules. The mask, the 2 meters, the time of contact was very small. And I would say, and we discussed that even yesterday amongst us, well, not only I'm negative, but I respect all the rules, so there is no need for the quarantine. You understand? But I think we went overly prudent, and I think looking back, probably that the fact that we respect all those rules, we wouldn't have. But because some have decided to do it, and I'm thinking about Simon Jolin, I don't know if he has changed his mind, or I think we were overly prudent as opposed to not enough. But I think so what we need, and this is what we ask Dr. Arruda, is to clarify those things so that people understand, and I think that would be helpful in the next few weeks to understand the level of contacts that we have. Don't want to spend too much time on that, but if a person... In fact, that's it. There is low, medium, and high-risk contacts, and based on the history, the distanciation, do we wear masks, how many minutes you stay together, when you cross before somebody, how many minutes, is making us to make the evaluation of the risk. And based on that, the decision could be different about quarantine or not. Regularly, what we say, the normal thing is 14 days after that, but in fact, based on your risk, if you have a low risk, even you can not isolate yourself, just check your symptoms, and if you get your symptoms, you get sick. So it's a specific evaluation based person per person, but in this situation, to being more prudent, the ministers decided to perhaps go over what is actually recommended. Thank you for that. On the announcement today about the fines, I know you said that you're going to discuss within the cabinet meeting. But can you give us a sense of, I mean, if the fine is only $50, right, that's not maybe going to deter enough people. Can you give us a sense of how imposing these fines will be? It'll be more than $50. Will it be in the hundreds of dollars? Good try. Alors, on va essayer de faire ça rapidement. Cathy Sonnet, CBC. Good morning. We do have lots of concerns from parents about the number of cases in schools. You all know that. But what about your thinking process about making masks mandatory all the time in classrooms, knowing that masks it's an effective tool? Why don't you go as far as this with the number of cases? Actually, there is cases in schools. Most of the schools have one case, or a teacher, or a student. There is some who have 2 or 3, but we have not actually demonstrated that there is active transmission in schools. You know, schools are the reflect of the society. There is circulation of the virus elsewhere. It's going to get into schools. We know that. We knew there was going to have those cases. What is important is that when there is a case, public health is aware, public health contact the parents, public health do an inquiry, and then they decide what to do with the students. Most of the cases sometimes which are high risk or medium risk are taken away and they get tested and they have school by distance. But we have not actually demonstrated that there is a big transmission in schools actually. So with this, actually, we think that the measures we put in place are working actually, but if we have outbreaks and if there is evidence of transmission that the mask could perhaps prevent, we will have that thing, because there is an impact on using masks all the day for kids. It's already difficult to use them in different suspects, but having it all the day in class could be something that will make their education more difficult, their understanding, because even when you wear a mask, you have the impression you hear less well what is going on. So I think
we will wait and see that. And as soon as we think there is a high risk in schools, we'll have to take the decisions on masks and other issues too, if needed. Okay. And my second question, Premier Legault, you've been in charge of teams before in your professional life, and teleworking makes it harder to bring teams together. Just your caucus, half of it will be in a virtual mode. How do you feel personally how harder it is to keep everybody together right now in your caucus? It's not perfect, for sure. Of course, when you talk about team building, it's important physically to be close to each other. But right now, we have not this possibility, this option of being all together, the 76 of us together. So I think we have to balance the pro and cons, and unfortunately, it's not an ideal situation. I was saying that regarding my meeting or my dinner with Doug Ford. Of course, with a teleconference, you cannot, it's tougher to become close, to become friend. But when you have fun for a night with your wives, it helps after that to build the confidence and be closer and have more, that it becomes more easy to work together. So team building is suffering because of teleconference, if it's your question. Phil Autier, The Gazette. Good day, Premier. Good day. I'm just wondering, you, like many people, study and observe the behavior of Quebecers. And we know Quebecers have a very high level of joie de vivre. Right. So I'm wondering, why isn't your message about private parties and parties, we see university parties and leading to COVID, why isn't your message getting through to those people? I think that the message with the distanciation and the wearing of masks my message is reaching the vast majority of Quebecers. But there's a small minority, for all kind of reasons, that are against. Some of these people, they even think that Elvis is alive. So I'm doing my best, and I think I'm succeeding with the vast majority, but it's time that we give fines to the few ones who put at risk our society. And a sub-question for Mr. Dubé. How are you going to enforce the new mask fines? You mentioned perhaps in yellow zones, in malls and stores, I think, but will you go as far as sending police to public transit? Most people in the Metro of Montreal seem to be wearing masks now, from what I've seen lately. But how are you going to enforce this? Remember when we presented the zone, the alert level on Tuesday, we said that in the yellow zone, the first thing that people will notice that there will be more inspections. So it is clear, especially from Santé Publique, same from CNSST, but now with the measure that will be in place Saturday, then you'll see more inspection by policemen as well. So that's exactly what we need to do in those yellow zones. And again, I think that's clear that we don't like this approach, but we need to do for the reason that the Premier has said. So you'll see that in those yellow zones, and that's part of the plan that we have. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci, messieurs. Merci beaucoup tout le monde. Merci.
algues en fleurs.